C'est un gros plan de la méthode Le Cornu que je vous propose pour l'instant. Il a choisi l'ombre des salons plutôt que les projecteurs de la télévision. Jean Barrère. Premier ministre depuis mercredi, Sébastien Lecornu cultive depuis ses débuts la discrétion. Une méthode tout en contraste avec son prédécesseur François Bayrou, qui avait multiplié les interviews avant son départ, court-circuité les négociations. Lui s'est contenté d'un discours laconique de 2 minutes lors de la passation de pouvoir. Je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. Une sobriété directement héritée du ministère des Armées où il est resté 3 ans. La Grande Muette l'a forgé aux déclarations millimétrées et minimalistes. Tout comme sa principale inspiration dont il suit les traces, Pierre Messmer, lui-même passé des armées au poste de Premier ministre, dont il aurait lu et potassé tous les discours. Un homme de l'ombre qui préfère les actes à la parole, comme en témoignent ceux qui ont travaillé avec lui. C'était simple, clair et jamais de promesses en l'air. Quand on a travaillé sur les budgets de nos ministères réciproques, c'était ça c'est possible, ça c'est pas possible, débrouille-toi avec ça. Et c'était pas oui on va essayer, on va discuter, on va négocier. Il a une expression qu'il emploie souvent et dont je crois qu'une bonne partie de la classe politique ferait bien de s'inspirer, c'est que ça ne sert à rien de parler quand on n'a rien à dire. Depuis sa nomination, Sébastien Lecornu consulte les différents groupes politiques. D'abord le socle commun, aujourd'hui les partenaires sociaux et la semaine prochaine les oppositions, sans que rien ou presque ne soit divulgué dans la presse. Une consigne qui aurait été donnée par le Premier ministre lui-même afin de ne pas faire échouer les négociations. C'est un habile manœuvrier, comme vous le savez, il est d'une certaine façon inlassable au jeu des compromis. On l'a vu notamment sur la discussion sur le budget des armées. Et il parle vraiment avec tout le monde. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir, je dirais, à chaque fois, si ce n'est la majorité, parfois même l'unanimité. C'est vraiment l'antithèse du sectarisme. Évidemment, ses proches et alliés politiques ne tarissent pas d'éloges, mais pour ses adversaires, difficile de trouver des points d'accroche, des aspérités à saisir, tant le Premier ministre semble distiller au compte-gouttes ses apparitions et ses prises de parole. Sébastien Lecornu se veut aussi fidèle à ses racines à droite. Il a notamment consulté l'un de ses mentors, Nicolas Sarkozy, fidèle également à Emmanuel Macron, dont il est resté dans le sillage, sans dévier ni scier depuis son premier mandat. Sébastien Lecornu qui va devoir lâcher du lest. On en débat avec Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur général opinion à l'IFOP et vous publiez Parlons-nous tous la même langue. C'est aux éditions de l'Aube. Valérie Gaz, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Chef de service politique à RFI. Bertrand Léo Combrade, bonjour et bienvenue. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Poitiers et rédacteur en chef de la rubrique droit constitutionnel au site Les Surligneurs. Et Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir. Jonathan, éditorialiste politique à Libération. Et pour Sens Public, cette saison, Frédéric Dabi, je ne vais pas révéler un secret en disant que vous connaissez bien Sébastien Lecornu. En quoi il est différent de son prédécesseur pour vous ? Écoutons les Français. On a lancé une première vague du baromètre IFOP-JDD, qui est le plus ancien de la Ve République. Alors, c'est toujours le cas pour un nouveau locataire de l'hôtel Matignon, mais le contexte est très particulier. Il y a plutôt un a priori positif et effectivement, quelqu'un qui apparaît comme un anti-Bayrou, qui apparaît comme très crédible, avec un acte lourd, son passage au ministère des Armées. N'oublions pas, quand on interroge les Français sur leur pays, ils parlent de déclin, de la France qui tombe, ils parlent très vite d'éducation, de santé, d'hôpital, d'école, ils ne citent jamais l'armée. Pour eux, c'est un élément de réassurance fort. Il y a quelqu'un qui est vu comme un élu de terrain, également. C'est souvent ça qu'on ne connaît pas le nouveau Premier ministre. C'était le cas pour Jean-Marc Ayrault, c'était le cas pour Édouard Philippe. On avait dit ça de François Bayrou aussi. Tout à fait. Alors, sachant que pour lui, ça n'a jamais été positif parce que dès le début, l'affaire de Betaram, les allers-retours à Pau en quittant une réunion interministérielle sur, je crois, Mayotte, ça avait été très très mal vécu. Et au contraire, c'était rarissime de voir un Premier ministre qui n'avait pas capitalisé, comme Jean Castex aussi, je l'ai oublié, son statut d'élu local. Mais alors, je vous interromps parce que, pardon Frédéric, mais hier on regardait les premières cotes de confiance et jamais un Premier ministre ne démarre d'aussi bas quand même. Alors,
J'allais le dire, il y a le contexte. Alors l'IFOP ne va pas donner tout à fait ça. Oui. La question IFOP est peut-être un peu plus générale. C'est François Bayrou qui est le Premier ministre qui a commencé le plus mal des années Macron, Hollande, Sarkozy, parce que par le passé, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient ne pas se prononcer sur un nouveau Premier ministre. Il y a bien sûr un contexte général. Cette situation très compliquée que jugent les Français, cette crise politique, ce blocage, cette éclipse du politique, où ils ont le sentiment que plus rien ne se passe à l'échelle nationale, ce qui fait qu'il y a une sorte d'un halo de défiance qui arrive directement sur le nouveau chef du gouvernement. Mais au-delà de ça, je suis frappé de voir une image relativement diversifiée et des qualités prêtées en termes de dialogue, d'écoute, de proximité. On va en débattre. Sachant que... La capacité de dialoguer, on va en débattre. On va être honnête, les Français, ils ne connaissent pas Sébastien Lecornu, fondamentalement. Moi, je ne suis jamais rentré dans un café où il y avait une discussion autour de Sébastien Lecornu. Ça dépend des cafés. Sauf un café avec des militaires. Sauf près d'une caserne militaire. Non, mais voilà, je pense qu'il faut relativiser. C'est pas un poids lourd. Moi, je parle de discours spontané français. C'est quelqu'un que les Français voient depuis 2017. Il est entré vraiment dans le champ politique. En 2014, il fait partie des maires qui ont créé une alternance dans des villes comme Vernon. Il y a eu 170 villes passées de gauche à droite. Il ne faut pas être sur le côté, c'est un inconnu complet. Jean Castex, c'était un inconnu complet. C'est pas le cas. On va avoir le temps de détailler d'autres arguments, Frédéric Dabi. Alors, il donne une interview à la presse quotidienne régionale qui sera publiée dimanche matin, Valérie Gast. Pour l'instant, il a été, effectivement, on l'a dit dans notre sujet d'ouverture, assez discret, médiatiquement, discret. Ce choix de la PQR, comment vous l'analysez? Il n'est pas anodin non plus. C'est un choix à la mode actuellement. Tous les hommes politiques, le président de la République notamment, chaque fois qu'il donne une interview, il y a la PQR. C'est une volonté forcément de montrer qu'il s'adresse à tous les Français, pas seulement au microcosme parisien et politique. D'autant plus qu'on est dans période de mouvement social, qu'on sort de Bloc-on-Tout, dont on peut évaluer le bilan différemment. Malgré tout, ça existe. Ça signifie qu'il y a une colère dans la population. Il y a un mouvement social le 18 septembre qui est en préparation, un appel à la grève. Le contexte politique, la crise, les Français la prennent de plein fouet et s'en préoccupent. Donc, voilà, il faut aller parler aux Français d'en bas. Et d'ailleurs, dans son discours très court de passation de pouvoir, il a quand même dit qu'il était là pour réduire le décalage entre la situation politique et ce qu'attendent les Français. Donc, on peut imaginer que passer par ce canal-là, c'est bien vu pour une entrée en matière d'un Premier ministre qui en effet, théorise de ne pas parler beaucoup et de ne parler que quand il aura quelque chose à dire. Donc là, c'est la presse écrite, ça expose moins qu'une intervention à la télévision. Souvent, les Premiers ministres allaient au journal de 20h dès qu'ils étaient nommés. Lui ne l'a pas fait. Donc voilà, on voit, c'est des petites pierres dans la méthode Lecornu et dans la communication autour de la méthode Lecornu qui se met en place. Alors justement, Bertrand-Léo Combrade, est-ce que vous voyez poindre, c'est le tout début, une méthode Lecornu? Moi aussi, en tant que constitutionnaliste, j'ai l'impression d'identifier les prémices d'un changement de méthode. Vous avez parlé d'anti-Bayrou. Effectivement, on est entré dans une phase de négociation qui va durer sans doute plusieurs jours. Et ça, très clairement, sous la Ve République, c'est très rare de procéder de la sorte. En général, il n'y a pas cette période de négociation. En tout cas, elle ne ressemble pas à cela. Donc, j'y vois vraiment les prémices d'un changement. Il est question même peut-être de contrat de coalition. Ça ne veut pas dire que je suis très optimiste pour la stabilité à venir, mais incontestablement, c'est un Premier ministre qui travaille différemment et de façon relativement, je dis bien relativement atypique sous la Ve République. Alors, il y a une petite musique qu'on entend beaucoup, c'est celle du négociateur, mais on y reviendra avec vous dans un instant. Jonathan, d'abord, il y a quand même, restons un peu sur la forme et sur le choix, pour l'instant, du nouveau Premier ministre, de ne pas donner d'interview télé ou radio. Et pas non plus de prise de parole du côté de l'Élysée. Et Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, attend un cap donné par le chef de l'État. Écoutez. Le responsable de cette situation, c'est Emmanuel Macron. Il doit, dans les jours qui viennent, nous dire comment vont se passer les 19 mois qui restent. Clairement, c'est le chef de l'État. Il doit assumer cette situation et nous dire que vous voulez pourquoi. Non, mais pour dire quoi? Mais comment il va réparer la situation? Est-ce qu'il est prêt à ce qu'on change fondamentalement de politique? Il n'y a pas de prise de parole d'Emmanuel Macron prévue à court terme. Et puis finalement, ça a l'air d'être repoussé à tout le moins. L'un des rôles de Sébastien Lecornu et le fait qu'il ait été nommé très vite,
ce qui est totalement inhabituel, c'est une révolution pour le coup avec Emmanuel Macron, qui a toujours mis un temps énorme à nommer des premiers ministres, des gouvernements. Enfin là, hop, la démission a eu lieu à midi. Le soir, le nom de Sébastien Lecornu était connu, ce qui est... c'est aussi pour se protéger. Avoir un Premier ministre, la veille d'un mouvement qu'on décrivait comme éruptif, c'est une manière de dire, voilà, moi je reprends ma position un petit peu à l'écart. Il doit aussi jouer ce rôle-là. Donc le président... Certains autour de lui l'invitent à être prudent justement sur le fait de revenir devant et de donner l'impression qu'on a déjà beaucoup, parce que Sébastien Lecornu, sa principale image, c'est celle du très proche d'Emmanuel Macron. Justement. Donc voilà, si le président vient et dit ça va se passer comme ci, comme ça, il dévalorise. Je pense qu'ils savent, c'est lié à ce qu'on disait sur l'inversion de la chaussette, un peu de commencer par discuter et de savoir. En fait, ils ne savent pas exactement ce qu'ils pourraient dire aujourd'hui. Ça dépendra aussi de ce qu'il est capable de trouver comme équilibre ou de trouver comme évolution, parce que si c'est simplement pour dire on continue comme avec Bayrou, comme avec Barnier, ça pose un problème. Donc je pense que c'est assez légitime qu'il n'y ait pas une prise de parole un peu inconséquente et pour ne rien dire. Je pense que ça, c'est le seul truc qu'on peut retenir un tout petit peu positif, mais c'est une leçon pour l'ensemble de la classe politique, c'est évidemment parler quand on a des choses à dire, c'est toujours mieux si on veut marquer les esprits. Oui, effectivement. Je reviens sur la question de la proximité entre Emmanuel Macron et son nouveau Premier ministre. Je vais vous poser un peu la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Frédéric Dabi. Comment Emmanuel Macron peut-il laisser la main à un Premier ministre qui est présenté un peu comme son clone ou comme l'ultra-proche Oui, alors, il va quand même créer des éléments, des marges d'autonomie. Très souvent, un Premier ministre est vu comme proche du président. C'est extrêmement rare que les Français se rendent compte ou intériorisent ou perçoivent le couple exécutif en forme d'antagonisme, en forme de conflit. Je ne vais pas remonter à la cohabitation, je ne vais pas remonter à Giscard d'Estaing et Chirac. Même Bayrou Macron. Oui, ça ne s'est pas vu comme ça. Ouais. Même Édouard Philippe Macron. Au moment, ça s'est vu, il est parti. Ça s'est vu à la toute fin. Les Français voient quand même le couple exécutif comme un bloc, même si parfois il y a des popularités différentes, même si parfois on a des premiers ministres fusibles de moins en moins et des présidents paratonnerre. Là, c'est vrai qu'on a d'abord un président extrêmement affaibli. Quand on prend l'histoire du baromètre IFOP-JDD, seul le François Hollande de novembre 2013 et début 2014 avait une cote de popularité la plus basse. On a une sorte d'équation très compliquée pour lui. D'une part, un des seuls crédits qu'il a, un des seuls leviers, c'est la dimension internationale, qui lui permet d'enclencher ce que j'appelle une logique de distinction. Les Français disent, il nous agace, mais c'est le seul qui peut parler à Poutine, c'est le seul qui peut faire des choses à l'international par rapport au reste de la classe politique. Mais le corollaire, ou le côté Janus terrible, c'est que les Français considèrent qu'il a complètement déserté le terrain national. Et comme a dit Xavier Bertrand, il ne règle pas le problème qu'il a lui-même créé. N'oublions pas que pour les Français, tout remonte au 9 juin 2024. Tout remonte à ce 7 juillet avec cette chambre introuvable. Qu'il y a une attente de Macron dans le pays quand on voit les chiffres sur 2 tiers des Français veulent qu'il s'en aille. Je n'ai pas parlé d'attente dans le pays. Je parle de quelqu'un dont on attend qu'il répare ce qu'il a cassé. C'est ce qui explique que dans les enquêtes, on ait une majorité de Français, 20 points de plus par rapport au mois de juin, qui veulent une solution parce qu'ils trouvent que le pays est bloqué. Le politique ne joue plus son rôle. C'est ça qui est terrible dans l'éclipse du politique. Le politique à l'échelle nationale ne règle plus aucun problème, ne débat pas et ne change pas la vie des Français. Et pour trancher le nœud gordien, certains appellent à une démission, jamais dans les enquêtes qualitatives, puisqu'il y a cette idée qu'on veut une vraie présidentielle et pas une présidentielle qui durerait sur 40 jours, mais la dissolution. Ce qui est vrai qu'Emmanuel Macron va laisser des marges de manœuvre à son Premier ministre, mais ça reste très très compliqué. Dernier point quand même, François Bayrou a mis la dette au cœur de l'agenda, les Français l'ont écouté sur les constats, on l'a même trouvé courageux, mais ça a par ricochet toucher le président. L'équation sur laquelle la dette, c'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est le bilan d'Emmanuel Macron, est maintenant structurante dans quasiment toutes les familles politiques. Alors, sur ce binôme exécutif, comment vous évaluez, vous, la capacité d'un Sébastien Lecornu à se créer un espace? C'est vrai que c'est une question qu'on pose quasiment à chaque fois qu'un nouveau Premier ministre est nommé. Il faut peut-être revenir aux sources de la Constitution de 1958. Il y a de grands auteurs qui ont parlé
d'ambiguïté fondatrice, d'ambiguïté initiale du texte. Je dis bien du texte. Ouais. Le texte constitutionnel en 58, comme aujourd'hui du reste, si vous le lisez, eh bien, le rôle exact du chef de l'État, du président de la République, n'est pas si clair que ce qu'on pourrait penser. De Gaulle a occupé le devant de la scène et on a eu tendance à penser que finalement, la figure du chef de l'État de la Constitution de 58, c'était la figure du général de Gaulle, un président tout de même qui était présent, qui avait la compétence de la compétence. Si on retire l'image du général de Gaulle, si on analyse le texte, il y a deux présidents possibles. Vous avez un président qui est une sorte de chef du Premier ministre, de chef de la majorité, qui décide à peu près de l'essentiel et qui délègue ce qu'il veut déléguer. C'est ce qu'on a vu en pratique, la plupart du temps, voire tout le temps. Mais vous avez une autre image possible du président de la République, qui est celle d'un président impartial, au-dessus des contingences politiques, qui est là pour s'assurer que la majorité et l'opposition sont là pour... Mais moi je le cherche là dans l'histoire de la Ve République, ce président. Depuis l'inversion du calendrier, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même en temps de cohabitation, pardon de vous interrompre Bertrand Léo, mais même en temps de cohabitation, le président était quand même, restait le chef de sa famille politique et celui qui empêchait un peu de gouverner ceux qui avaient récupéré le pouvoir. Enfin... Je ne pense pas me tromper en disant ça. Ce président n'a jamais existé. Il n'a jamais présidé, jamais gouverné. Le président qui prend un peu de la hauteur. Ouais. Qui prend de la hauteur. Voilà. Et peut-être qu'Emmanuel Macron, donc je réponds directement à votre question en vous disant que peut-être qu'Emmanuel Macron se sent-il inspiré par une relecture du texte initial. Je plaisante à moitié. Moi, je voulais revenir sur votre question. Se créer des espaces. Je pense que Sébastien Lecornu, il a une caractéristique, c'est qu'il ne va pas essayer de se créer des espaces. C'est que sa relation de très grande proximité, que tout le monde est unanime sur la proximité, le fait que le président aime son humour, il est avec lui tout le temps dans tous les voyages officiels, c'est quelqu'un vraiment de très proche. Il est proche de Brigitte Macron. Eh bien, ce Premier ministre-là, il ne va pas essayer de se créer un espace qui voudrait dire qu'il est un peu en contradiction ou qu'il essaye de rogner quelque chose que Emmanuel Macron ne voudrait pas lui donner. Je pense qu'il va être capable de peut-être lui parler et de le convaincre. Donc c'est plutôt Emmanuel Macron qui lui donnerait les clés de la rupture, pour reprendre ces termes. Il y a la nécessité de la part du président de dire s'il faut aller négocier avec les socialistes, il faut lâcher des choses. Et je pense que c'est plutôt dans la manière de lui rapporter ce qui est possible je ne pense pas qu'il y ait une relation pour essayer de tirer la couverture ou en tout cas de créer un espace de son propre chef. Je vous redonne la parole dans un court instant, Frédéric Dabi, mais je voudrais me tourner une première fois vers Jonathan, parce que il y a la question du contexte. Vous voulez nous parler du contexte dans lequel Sébastien Lecornu prend ses fonctions? Oui, c'est des choses qu'on commence à évoquer, mais en fait, il y a deux façons de voir les choses. D'un côté, son principal atout, c'est quand même le moment politique dans lequel on est, et le fait d'arriver après l'expérience Barnier, après l'expérience Bayrou, de fiasco. Donc on sent bien qu'il va avoir plus de marge de manœuvre de fait pour obtenir des concessions d'un côté du MEDEF, et je pense qu'on en parlera. Un peu plus et tard, un peu plus de souplesse quand même de la part des différentes composantes du socle commun. Donc ça, c'est un peu le verre à moitié plein pour lui. Mais en même temps, le fait qu'il apparaisse comme la dernière cartouche d'Emmanuel Macron avant que le président n'ait plus d'autre choix que de dissoudre, ça le met sous pression. C'est ce qui fait que ses interlocuteurs à gauche font monter l'addition en étant en position de force. Et c'est vrai pour le PS, évidemment, sur la scène politique, dont il doit espérer tout faire pour qu'il y ait une non-censure sur le budget. C'est aussi le cas, évidemment, pour les syndicats. On remarque que les syndicats sont de nouveau unis avant la mobilisation du 18 septembre. Même la CFDT, on a entendu Marie-Lise Léon ces derniers jours, qui est échaudée par l'échec du conclave, très à l'offensive sur le dossier des retraites. Alors, on entend, il y a une petite musique là depuis 48 heures, depuis la nomination du nouveau Premier ministre. Il aurait de grands talents de négociateur. Tiens, un exemple, Maud Bréjon, députée Ensemble pour la République, qui le rappelait ce matin, c'était sur CNews. Deux choses qui m'ont marqué dans la passation de pouvoir que vous avez probablement suivi sur vos antennes. D'abord, c'est la sobriété du Premier ministre, et je pense que le contexte et l'époque nous imposent ça. Et ensuite, c'est l'utilisation, vous l'avez dit, de ce mot de rupture. Je pense que les Français, il faut être lucide, nous attendent sur cette rupture. Les parlementaires aussi attendront le prochain gouvernement sur la démonstration de cette rupture. Pour le moment, il prend le temps de consulter, de dialoguer avec les responsables politiques, mais aussi avec les partenaires sociaux, avec les élus locaux. Il faut lui laisser un peu de temps
Il a démontré depuis des années sa culture du compromis, du dialogue social et avec les élus. Il y a un chemin, dit Maud Bréjon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce côté habile négociateur là? Que si Maud Bréjon ne le dit pas, on se demande qui le dira. De toute façon, chacun est dans son rôle. Oui. Je rappelle quand même, on disait pareil de Michel Barnier, c'était le grand négociateur, l'homme de dialogue, la capacité à rassembler des points de vue très antagoniques. Il l'avait prouvé pendant le Brexit, le sens du dialogue, les luttes de terrain, l'expérience politique, la roublardise aussi, c'était censé être une des qualités de François Bayrou. Donc évidemment que ces gens-là, quand on les met en avant pour prendre Matignon dans des contextes aussi compliqués, c'est pas pour nous dire, c'est des gens qui veulent parler avec personne, qui sont verticaux et qui avancent sans discuter. Donc il y a une part de storytelling qui est évidemment liée à la circonstance. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ces qualités-là. Oui, mais on peut avoir un peu de lucidité. Encore une fois, voilà, il y a l'amour, les preuves d'amour. Là, on veut des preuves de négociation, des preuves de rupture. La sobriété, évidemment, ça, je pense que c'est quelque chose qui est un acquis. On l'a vu dans la passation de pouvoir. Il y avait presque quelque chose d'un peu mordant avec François Bayrou au boursouflé d'ego et la sobriété de... Mais si on revient sur ce côté négociateur, si on regarde son parcours de ministre, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le parcours de ministre depuis 2017 sans interruption. Outre-mer, bon, le dossier de la Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas dire qu'il est spécialement bougé à son initiative. C'est compliqué. Collectivité territoriale, bon voilà, moi je ne me souviens pas non plus qu'on ait absolument dit il y a un avant et un après Sébastien Lecornu. Et les armées, c'est quelque chose de compliqué parce que c'est une coproduction avec le chef de l'État, évidemment. Ça se fait dans un contexte de guerre en Ukraine où il y a des enjeux absolument majeurs, mais en même temps, il y a de l'argent qui coule à flot comme dans aucun ministère. Il y a quand même des troupes, entre guillemets, qui n'ont pas le droit de grève, c'est quand même autre chose de gérer l'éducation nationale ou un certain nombre d'autres ministères. Donc on ne peut pas dire qu'il ait concrètement démontré des capacités de négociation. Oui, et puis alors il y a aussi la pression de la rue, vous l'avez évoqué tout à l'heure, évidemment, d'abord la journée de mercredi cette semaine. Oui, donc je pense qu'il faut le répéter, il aurait tort de croire, et peut-être qu'il n'a pas cette naïveté-là, que la colère sociale démocratique, elle se limite au nombre de personnes qui étaient dans la rue mercredi. On sait effectivement qu'il y a cette mobilisation du 18 qui sera un moment peut-être encore plus important, parce qu'il y aura des interlocuteurs, les centrales syndicales, il y aura des revendications précises auxquelles il faudra répondre. Mais au fond, en fait, si on veut tester les capacités de négociation de Sébastien Lecornu, c'est peut-être plus sa façon de parler avec le MEDEF, sa façon de parler avec son propre camp, parce qu'en fait, c'est à eux de comprendre que la stabilité qu'ils appellent de leur vœu, aujourd'hui, elle a forcément un coût. Que les 8 années d'Emmanuel Macron, ça a plutôt été de préserver les intérêts de ces catégories de la population. C'est là que se joue la rupture, après 8 ans de macronisme. Voilà, on verra, comme disait Valérie Gasse, est-ce que sa proximité avec le chef de l'État permet de faire un Macron nouveau? On verra. On verra bien, et on va parler des discussions avec les partenaires sociaux dans un instant. Mais Frédéric Dabi, je tiens mes promesses. Je vous dis que je vous redonne la parole, c'est maintenant. C'était une toute petite incise historique par rapport au fait d'un président qui nomme quelqu'un de très proche de lui. Il y a une quarantaine d'années, quand François Mitterrand nomme Laurent Fabius, Libération titre, François Mitterrand se nomme Premier ministre à l'hôtel Matignon. C'est vrai, c'est quand même très fort. Et je m'en souvenais plus, merci de me rappeler cette bonne une. Et on s'en souvient qu'il avait encouragé son Premier ministre à essayer de créer des marges d'autonomie, créer une forme de distance, se construire une image. Il avait peut-être trop bien écouté. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. De Laurent Fabius, le trouble au moment de l'arrivée du général Jaruzelski, le chef d'État, enfin le premier secrétaire du Parti communiste de Pologne, et qui avait distendu les relations. Tout ça pour dire que il y a quand même des marges de manœuvre qui vont être assez compliquées, mais je l'ai déjà dit, mais je veux le redire. Vous avez raison de rappeler un bilan que peut-être les Français n'ont pas vu. D'ailleurs, il lui associe, alors qu'il est là depuis 2017, une forme de renouvellement à l'hôtel Matignon, parce qu'il n'y a pas eu, par peut-être les armées, d'actes lourds sur ces 8 ans, dans un contexte où, c'est vrai, les Français ont eu du mal à avoir des actions ministérielles spécifiques. Mais malgré ces talents possibles, malgré, c'est vrai, une méthode qui va être l'anti-Bayrou, une certaine sobriété, toute une série d'éléments qui vont lui attirer une sympathie peut-être des commentateurs, d'une partie des Français, des sympathisants du bloc central et du socle commun qui ne vont pas regretter la forme de boursouflure et puis l'harakiri politique que s'est fait François Bayrou. Les réalités, c'est quand même celle du 7 juillet et une difficulté insigne pour lui. Le nombre de députés politique, du socle commun, c'est 220 députés. Faire un signe très fort vis-à-vis du PS, c'est perdre LR. Rester sur la droite, c'est se mettre dans la main de Marine Le Pen. Malgré tout, on est quand même toujours dans l'œil du cyclone de la crise politique et parlementaire. Et on titre sur l'obligation pour Sébastien Lecornu de lâcher du lest, avec qui on a beaucoup parlé du Parti Socialiste cette semaine. On va plus parler des partenaires sociaux tout de suite avec Stéphane Duguay qui nous rejoint sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Stéphane, bienvenue à vous. Syndicat, patronat reçu à Matignon aujourd'hui et jusqu'à mardi par le nouveau Premier ministre. Voilà, vous l'avez dit, François Bayrou, non, Sébastien Lecornu a promis des ruptures sur le fond et sur la forme
forme avec François Bayrou. Donc c'était mercredi au moment de sa prise de fonction. Sur la forme, eh bien, il commence avec ses consultations. Alors jusque-là, rien de nouveau, hein. Michel Barnier, François Bayrou avaient fait de même quand ils sont arrivés à Matignon. Mais Sébastien Lecornu a préféré intercaler le socle commun et les oppositions avec les partenaires sociaux. Des consultations, vous l'avez aussi dit, hein, fidèles à sa stratégie de discrétion, parce qu'il considère que cette discrétion rend les échanges un peu plus sincères entre lui et les partenaires sociaux. Oui, et le premier entretien, c'était donc ce matin avec la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Oui, il s'était déjà eu au téléphone mercredi, mais Marie-Lise Léon s'est aujourd'hui rendue dans son bureau à Matignon et elle a fait un compte-rendu aux journalistes de ce rendez-vous avec Sébastien Lecornu. Elle assure qu'il n'a pas parlé de rouvrir le conclave sur les retraites, contrairement à ce qui a été publié dans la presse. Et elle a aussi insisté sur le prochain budget qui est en préparation. L'idée est pour la CFDT de aussi continuer de peser sur le budget, la préparation du budget. On a bien compris que les discussions se faisaient avec les formations politiques. Mais pour la CFDT, c'est hors de question que ce soit le monde du travail qui paye la question de la réduction du déficit. Et donc, on lui a réaffirmé qu'on était plus que jamais motivés pour aller dans la rue et que nous réussirons la mobilisation du 18 septembre. Oui, parce que la semaine prochaine, après avoir défilé dans le bureau du Premier ministre, les syndicats défileront dans la rue. Tout à fait. La CGT sera reçue lundi matin. La CFT, c'est lundi après-midi. Et donc, tout le monde se retrouvera pour la grève appelée par l'intersyndicale jeudi 18 septembre. Ces rendez-vous permettent de maintenir la pression sur le gouvernement sur plusieurs dossiers. La réforme des retraites ou encore la réforme de l'assurance chômage. Beaucoup de dossiers sur lesquels la position de Sébastien Lecornu est attendue. Surtout que le conclave qui visait à modifier, à amender la réforme des retraites lancé par François Bayrou à son arrivée à Matignon, eh bien, c'était soldé par un échec. Oui, et Sébastien Lecornu, il va devoir prendre en considération une autre position, évidemment, celle des patrons. Oui, ce que disait un peu Jonathan. Le MEDEF est reçu tout à l'heure à 19h45. Le patron des patrons, Patrick Martin, affirmait hier au journal Ouest France que le rétablissement des finances publiques relève de l'intérêt général. Une façon de dire que pour lui, il faut poursuivre les efforts pour atteindre les 44 milliards d'euros d'économies que voulait réaliser François Bayrou. Alors, qu'en pense Sébastien Lecornu de ses équilibres budgétaires? Eh bien, on ne sait pas. Il devra y répondre après ses consultations. Il continuera à voir les organisations patronales mardi, où il en reçoit 2 de plus. Merci beaucoup, Stéphane. On va parler du MEDEF en détail, mais un mot du 18 septembre, Valérie Gaz, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un pont à faire entre le bloc en tout et le 18 septembre, ou est-ce que c'est vraiment deux publics de sociologie très, très différentes, peut-être un cadre de revendication qui n'est pas le même non plus? C'est à la base, c'est des mouvements totalement différents, parce que là, on est sur un appel à la grève organisé par une intersyndicale classique, dont on a l'habitude. Le mouvement bloc en tout, et ce qui en faisait un petit peu l'incertitude sur ce que ça allait donner, c'est né sur les réseaux sociaux, c'est né de la colère, c'est très hétéroclite, avec des revendications souvent quotidiennes et personnelles de gens qui ne savent pas en fait s'organiser entre eux. Il n'y a pas de chef. Donc bon, maintenant, est-ce que la coalition des colères peut s'exercer et que les gens qui ont commencé à protester avec bloc en tout peuvent rejoindre les cortèges de manifestations à l'occasion de l'appel à la grève? C'est une des possibilités. Et je pense que l'exécutif regarde ça de très près, en effet. Oui. Comment on peut, Bertrand Léo Combrade, expliquer un peu le rôle de ces corps intermédiaires? On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de les avoir snobés pendant son premier mandat, au moins jusqu'à la crise des Gilets jaunes, parce que là, on a un peu le sentiment, par exemple, le président du MEDEF, aujourd'hui, il a écrit aux autres partenaires sociaux pour les inviter à discuter prochainement au siège du patronat, finalement, pour reprendre la main en laissant un peu les politiques de côté. Comment ça s'équilibre, finalement, dans notre fonctionnement démocratique? Et je vais être assez clair, la Ve République, c'est pas une démocratie sociale au sens où elle institutionnaliserait une forme de social-démocratie, non pas comme horizon politique, mais comme méthode de fonctionnement dans laquelle les syndicats, le patronat seraient étroitement associés. Dans notre Ve République, et c'est ainsi que ça fonctionne en pratique, bien sûr, il est très important de prendre le pouls, de savoir ce qui est attendu du patronat, ce qui est attendu des différents syndicats, mais in fine, c'est bien sûr la majorité, quand elle existe, qui vote. Alors bien sûr, elle essaie de suivre ces consultations, mais pour être très clair, les partenaires sociaux n'ont pas de pouvoir normatif, n'ont pas de pouvoir législatif.
En France, la loi est l'expression de la volonté générale et la loi, c'est le Parlement, c'est la majorité au Parlement et c'est le gouvernement qui dirige le Parlement. Est-ce qu'on peut dire quand même que Frédéric Dabi, le MEDEF tient un peu le destin de Sébastien Lecornu entre ses mains? Est-ce que vous allez jusque-là? J'irai pas jusque-là, mais mettre la focale comme vous le faites sur le MEDEF me paraît tout à fait juste. Le MEDEF d'aujourd'hui, c'est plus le MEDEF d'il y a 20 ans. C'est plus Ernest-Antoine Sellière. C'est le rapport entre les politiques et le MEDEF, c'est plus le même non plus. Un politique trop proche du MEDEF, c'était le discrédit ou la critique automatique. Et on se souvient d'un jeune Premier ministre en 2002, Jean-Pierre Raffarin, qui est invité à Juan-Josas à l'université d'été du MEDEF et qui perd dans les enquêtes IFOP-JDD 15 points chez les jeunes, 20 points à gauche. Je me souviens très bien de ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est le nouveau regard des Français sur l'entreprise en général, puisqu'il y a cette éclipse du politique, puisque les Français ont le sentiment que c'est plus au niveau des politiques à l'échelle nationale, pas à l'échelle locale, que ça se passe. Il y a un regard sur l'entreprise nettement moins polarisé, beaucoup plus désidéologisé. Les Français connaissent plus ce qui recouvre les entreprises. C'est très intéressant de voir que quand il y a eu des débats, des sondages sur le plan Barnier ou le plan Bayrou, le discours « faisons payer » les riches, on l'a entendu, mais faisons payer les entreprises a beaucoup moins de succès que par le passé. Et dans ce cadre, c'est intéressant de voir Patrick Martin. C'est plus le MEDEF qui se cachait ou les chefs d'entreprise qui ne prenaient pas la parole dans l'espace public. Ouest France, le premier quotidien français, qui essaye de prendre la main, de prendre le lead, pour parler un mauvais français, dans un contexte où, pour l'instant, les politiques sont complètement bloqués. Ouais, alors, Jonathan. C'est pas contre vous, Frédéric, mais c'est-à-dire assimiler les entreprises françaises et le MEDEF, moi je trouve qu'on est vraiment dans un truc qui est une arnaque totale. Justement, c'est ça qui a changé. Voilà, c'est que les Français savent qu'il y a 94% de TPE. Et le MEDEF d'aujourd'hui parle beaucoup plus des TPE et des PME que par le passé. C'est plus lui-même. Je pense qu'il y a encore quelque chose. Peut-être que Patrick Martin est l'homme nouveau qui redéfinit ce qu'est le MEDEF, mais qu'on a eu Pierre Gattaz qui était avant avec des proclamations plus tapaseuses les unes que les autres. Et honnêtement, je pense qu'il y a une vraie distinction quand même entre le patronat tel qu'il est identifié, donc avec plutôt les grands groupes, et le tissu de PME, comme on dit habituellement. 94% des TPE, on les oublie. Et je pense que ce qui a été... et c'est pour ça que le regard des Français, il est assez différent, en fait, entre des TPE et PME qui sont les principaux créateurs d'emplois dans ce pays, qui sont parfois les premières victimes, d'ailleurs, d'un certain nombre de pratiques commerciales très violentes de la part des grands groupes, et surtout qui ont une imposition parce qu'ils n'ont pas les mêmes dispositifs, pas la même capacité à éviter l'impôt. Je suis d'accord avec vous. On peut citer aussi la Convention des entreprises pour le climat, par exemple, si on parle des enjeux environnementaux, ou alors le mouvement Impact France. Enfin, il y a plusieurs patronats. Mais alors, je ne voulais pas ouvrir... Mais il est beaucoup plus légitime que par le passé. Je ne voulais pas ouvrir un débat sur le MEDEF. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est sa capacité à rentrer dans le jeu là, des discussions, puisqu'on dit que notre nouveau Premier ministre, il est obligé de lâcher du lest. Sauf que, je me souviens de Patrick Martin qui était à la REF, la rencontre, la rentrée des entrepreneurs de France, la rencontre des entrepreneurs de France à Roland-Garros, et qui était revenu sur le conclave. Il disait, cet étrange conclave, l'échec de l'étrange conclave, il disait, contre-vérité insupportable qu'on puisse dire que le MEDEF l'avait saboté. Bon. On peut en débattre. Il y avait un cadre posé par Bayrou qui était de toute façon très contraignant. Un peu contraignant. Mais là, ils peuvent pas, comment je peux dire ça ? Le MEDEF ne peut pas demander la stabilité et ne pas en donner un peu au nouveau Premier ministre. Votre avis là-dessus, est-ce que ça plaide pas pour, parce qu'on parle des retraites, un mouvement sur la pénibilité, les carrières hachées, etc. Ceux qui veulent la stabilité, qu'ils soient du côté politique ou des partenaires sociaux, vont devoir mettre la main à la pâte et faire des efforts. Forcément, le positionnement du MEDEF joue beaucoup, comme celui de la CFDT peut aussi relayer des points de vue vers le Parti socialiste. Quand on parle de taxer les riches, c'est vrai qu'on pense surtout aux grandes familles. C'est vrai que là-dessus, il va y avoir, sur l'imposition des plus riches, certainement des choses qui vont être relâchées parce que c'est à la fois symbolique, très attendu, et ça pourrait débloquer certaines choses. Le patronat, le MEDEF, forcément, ça représente quelque chose d'important. La fiscalité des entreprises, c'est aussi un moyen
de gagner de l'argent et de réduire la dette. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se négocier à tous les niveaux. La question, c'est comment chacun va faire une petite part d'effort qui va permettre ou pas à Sébastien Lecornu de tirer ce fameux compromis. Alors, avec une secrétaire générale de la CGT qui, elle aussi, veut que les partenaires sociaux reprennent la main pour faire la grève. Moi, ce que j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui en ont ras-le-bol, c'est que le 18, faut y être. Faut y être parce que là, il y a des choses qui sont en train de se passer et que c'est le moment de reprendre en main l'agenda politique et social et d'imposer nos exigences sociales dans le paysage, de mettre le budget sous surveillance des travailleurs et des travailleuses. Pour ce qui est de la grève, ça se construit par en bas à partir de son lieu de travail. Tout le secteur de l'énergie, par exemple, a enclenché une mobilisation avec des modalités de grève reconductibles actuellement. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ça se construise par en bas. Moi, si je vous dis ce soir, oui, il faut une grève reconductible, c'est pas ça qui va faire que demain elle se lance. Et alors, je rappelle ce que Maryse Léon disait dans l'extrait qu'on a. Elle terminait en disant: nous réussirons la mobilisation du 18 septembre. Frédéric Dabi, c'est sans doute difficile de répondre à ma question, mais est-ce qu'on peut déjà évaluer ce que sera cette journée, à quel point l'exaspération ou la colère des Français peut s'exprimer dans la rue ce jour-là? L'évaluer, non. Quand on interroge les Français pour l'humanité dimanche, à l'occasion de la fête de l'humain qui commence ce soir, les mots les plus forts qui sont associés, c'est inquiétude, puis colère. Mais c'est d'abord l'inquiétude plus que la colère, même si quantitativement elle est un peu plus forte qu'il y a quelques mois. C'est intéressant de voir ce que dit la CGT. Parallèlement à ce qu'on a entendu du MEDEF, pareil, la CGT veut prendre la main et veut mettre, si je puis dire, la pression. Qu'est-ce que sera cette journée? Valérie Gasse l'a très bien dit, elle est beaucoup plus attendue, normée. On est plus dans le folklore traditionnel des mouvements sociaux. Je pense au mouvement contre la réforme des retraites, mais effectivement, elle va être très attendue en termes de participation. Pas seulement du public. On focalise trop sur le public. Quid des salariés du privé? La dernière fois que les salariés du privé sont descendus fortement dans la rue ou ont plutôt manifesté, c'était réforme des retraites et encore plus loin, réforme de 1995, c'est-à-dire la réforme Juppé. Le concept de grève par procuration, ça marche, je dirais, de moins en moins. Et effectivement, ça va être là aussi un élément de pression fort sur Sébastien Lecornu, mais là, de dire que ce sera un succès énorme. Moi, je vois quand même une inquiétude des Français sur le désordre, une inquiétude des Français sur l'incertitude, l'incapacité à avoir un cap à l'échelle nationale, ce qu'a essayé de traduire Xavier Bertrand. Et comme Emmanuel Macron est relativement démonétisé et Sébastien Lecornu ne fait que se lancer, on est dans ce moment de crise. Ouais. Avec en plus des ministres, enfin quels interlocuteurs? Parce que là on va avoir, je pense, le 18 septembre, des revendications qui seront effectivement plus classiques, syndicales, très précises, et pas de ministre du Travail ou pas de ministre du... Enfin si, des ministres, mais qui sont censés expédier les affaires courantes. Ça peut durer longtemps, ça? Alors oui, en tout cas le mouvement social aura lieu en période d'expédition des affaires courantes. Nous sommes en période d'expédition des affaires courantes et ça peut durer longtemps, voire très longtemps, puisque cette période durera tant qu'un nouveau gouvernement ne sera pas constitué. Oui. Et il faut que ce gouvernement ne soit pas renversé d'emblée par une motion de censure. Et être renversé rapidement. Donc je ne veux pas être un prophète de malheur, mais notre régime s'appelle la Ve République, mais pour le moment, depuis quelques jours, c'est l'expédition des affaires courantes. Et je n'exclus pas un régime d'expédition perpétuelle des affaires courantes, un régime d'inertie politique éternelle. Je dis ça pour conjurer le pire, mais ça n'est pas totalement exclu parce que je ne vois pas bien. On parle beaucoup d'équations. Même s'il y a une dissolution ? Dissolution, alors je parle sous le contrôle de spécialistes de Frédéric Dabi qui pourrait se mouiller. Il y aurait sans doute des petites évolutions s'agissant du vote RN qui montrent un petit peu, mais on aura fondamentalement une Assemblée nationale divisée en 3 forces qui n'arriveront pas à travailler ensemble. Donc c'est terrible de dire ça, mais je crains que ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Alors, il y a un dernier chapitre, on va gagner du temps, donc on ne va pas revenir sur ce que pourrait donner les législatives anticipées. On l'a déjà dit plusieurs fois. Très vite, Jonathan, parce qu'il faut quand même qu'on parle de l'agence Fitch. On prend l'exemple de la dernière fois, c'est-à-dire avec... Il ne sera pas voté le budget. Non, mais il y aura quand même... Moi, je pense quand même que quand ils vont commencer à présenter une copie budgétaire, il y aura une équipe gouvernementale pour la porter. Sinon, vraiment, on sera dans le grand n'importe quoi. Oui, ça semble compliqué. Alors, il y a une échéance là, qui est attendue dans la soirée, la décision de l'agence américaine Fitch de dégrader
regarder ou non la note de la dette française. On va regarder quelle est la note financière chez les 3 principales agences. AA-, chez Fitch, AA3, chez Moody's, Standard & Poor's nous donne un AA-. Alors pour ceux qui ne sont pas férus de notation, ça ne dit pas grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance qui est baissière. Et on est face à une pression contradictoire. Moi, c'est ça ce qui peut m'intéresser et peut-être vous intéresser dans un débat plus politique. C'est-à-dire qu'on a parlé de la pression de la rue et il y a la pression des marchés financiers, Valérie Gasse. Et là, on a un Sébastien Lecornu qui est au milieu de ces pressions contradictoires. Oui, parce que les marchés financiers veulent qu'on réduise la dette et la rue se dit 44 milliards d'économies, ça va nous impacter et on n'a pas trop envie. Donc oui, il arrive vraiment au mauvais moment. Merci François Bayrou. Celui où toutes les mauvaises nouvelles, la semaine des mauvaises nouvelles, le Contou, Fitch et le 18 septembre qui s'enchaînent. Oui, alors... on affiche une certaine sérénité à l'Élysée. Oui, les notations, c'est courant, c'est régulier. Voilà, c'est une parmi d'autres. Malgré tout, si ça dégrade, il va y avoir encore cette fameuse augmentation des taux. Pour rembourser la dette, on va emprunter plus cher et donc ça va creuser le déficit. C'est un peu le chien qui se mord la queue et Sébastien Lecornu qui doit en effet jongler entre ces deux injonctions contradictoires. Est-ce que c'est du schmilblick pour les Français, ce que je viens de montrer? Ou est-ce que c'est quand même intégré le fait que c'est des agences étrangères qui notent la dette française? Est-ce qu'il y a une majorité de Français qui se disent « Ok, ça va avoir des conséquences dans notre vie quotidienne » ou alors ça passe à des années-lumière? Je ne pense pas. C'est vrai que Fitch, ces agences sont peu connues, mais ça va être un mauvais caillou supplémentaire dans la chaussure de la France, si je puis dire. C'est intéressant de voir qu'on est dans l'image n'est pas très jolie. Mais m'en excusez, je vais me rendre compte. J'imagine une France avec des bottes. Mais on est quand même dans un moment où la question de la réduction de la dette publique devient un enjeu qui est de plus en plus saillant chez les Français. On vient de publier notre enquête annuelle sur les enjeux prioritaires. Elle est quasiment dans le top 6. Et il y a eu 20 points de plus c'est un sujet prioritaire par rapport à il y a 2 ans, 5 points de plus par rapport à l'année dernière. Les Français voient cette question s'inviter dans leur vie quotidienne dans une enquête qualitative qui est mieux qu'un sondage. On ne suggère pas de réponse. Un Français sur 4 dit que le premier poste de dépense budgétaire du pays, c'est les intérêts de la dette. Donc c'est un sujet bien sûr qui n'est pas saillant. On n'est plus sur de la micro-économie, sur la peur du lendemain, mais ça fait un tout avec, vous le disiez, la pression de la rue, l'instabilité politique, et en plus on en parle. Oui, c'est parce que nous on en parle beaucoup que les Français l'intègrent. Je pense qu'il y a des sujets dont les médias parlent beaucoup et qui ne sont pas saisis. 20 secondes. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que justement ce poids de la dette, il y a un certain nombre de trucs qui sont complètement intégrés effectivement par la pensée populaire. Le premier poste de dépense. J'entendais Mathieu Pigasse hier soir sur France 2 dans la même émission où on entendait Sophie Binet et qui disait qu'en gros le poids de la dette, le poids du remboursement, c'est 2% du PIB aujourd'hui. Il y a 30 ans, c'était 3,5%. Que quand on pose la question, il s'est occupé de beaucoup de pays, la Grèce, beaucoup de pays qui avaient les problèmes de dette publique. Et je trouve que c'était très intéressant son discours parce que ça remet une focale un tout petit peu différente. Il y a un consensus sur le fait que c'est un sujet. Le débat, il n'est pas sur pour ou contre maîtriser la dette, il est comment on le fait. Est-ce qu'on va sur les recettes, et ça c'est plutôt l'option du Parti socialiste, ou est-ce qu'on va exclusivement sur les économies et sur les efforts de toujours un peu les mêmes? Ça c'était le plan Bayrou, massivement rejeté par les Français. Donc je pense que le clivage, il n'est pas entre les responsables qui posent la question de la dette et les irresponsables, il est entre ceux qui mettent la question de la justice au centre et ceux qui n'ont pas compris que c'était absolument central dans ce pays. Et on y revient. Évidemment, ce sera au cœur de ce lest que le Premier ministre va devoir lâcher. Merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Je rappelle, Frédéric Dabi, le titre de votre livre « Parlons-nous tous la même langue », livre publié aux éditions de l'Aube. Valérie, on vous écoute, on vous retrouve chez nos confrères de RFI et Bertrand Léo Combra, dont on vous lit sur le site Les Surligneurs.